Merci d'être venus très nombreux, plus nombreux que ce à quoi on s'attendait. Alors je pense que c'est le signe sans doute de l'intérêt du sujet, l'entreprise et le secret. C'est un projet qui a été initié par l'ancien président du CRIDES, le professeur Yves de Corte, ici présent. Je pense que c'est un très beau sujet pour une analyse interdisciplinaire et quelques branches du droit économique seront ici représentées. Tout le mérite de cette conférence va cependant à Vincent Cassirs et à Steve Gilson qui ont préparé la conférence. C'est vrai que j'ai donné un avis sur le programme, mais c'est eux qui ont fait l'essentiel et qui ont aussi préparé le livre. Le livre que vous avez tous reçu, enfin, je dis tous, à l'exception quand même de tous les étudiants présents, parce que justement, le livre, nous ne le recevons pas de l'Arcier, même si nous bénéficions des avantages de cette collaboration, et je remercie l'Arcier au passage. Donc, Vincent Cassirs et Steve Gilson ont non seulement préparé cette demi-journée, mais ils ont surtout préparé donc la publication que certains d'entre vous ont reçue, qui est bien entendu plus étoffée que ce que nous allons pouvoir couvrir cet après-midi. Mais nous avons décidé en fait de recentrer l'ensemble des sujets abordés dans l'ouvrage autour de deux questions. Deux questions, d'abord le secret dans l'entreprise, et là la question qui est une question d'actualité, et sans doute c'est celle-là qui vous amène pour la plupart, comment trouver le bon point d'équilibre entre l'obligation de transparence, et je dis l'obligation, mais il faudrait parler au pluriel parce qu'il y en a plusieurs et il y en a de plus en plus, et le droit au silence qui existe aussi, comme on le verra dans différentes branches. Donc c'est une question d'équilibre à trouver. Vous savez que les juristes sont forts pour trouver l'équilibre, et on verra ce qu'il en sera. La deuxième question que nous avons mis alors à l'ordre du jour, c'est une question liée directement à l'actualité. L'actualité européenne, puisqu'il y a moins d'un an, fin novembre de l'année dernière, une proposition de directive visant à harmoniser la protection des secrets d'affaires a été déposée par la Commission sur la table du Conseil et du Parlement. Alors c'est tout à fait d'actualité. Cela intéresse aussi plusieurs branches. Bien entendu, ceux qui font de la propriété intellectuelle, et j'en suis, ce qui me vaut peut-être de présider cette demi-journée. Mais évidemment, la proposition de directive a aussi toute une série d'incidences en droit du travail, en droit de la concurrence. Et donc nous avons trois intervenants privilégiés dans la seconde partie de cet après-midi pour aborder ces aspects-là. Alors, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parlera de concurrence, parce que le secret, c'est un actif important de l'entreprise. Et quand on parle de secret, on parle aussi d'information, bien entendu. Donc, tout ce débat que nous aurons aujourd'hui, ce sont des questions autour du droit, qui est encore un droit en train de se faire, le droit sur l'information et le droit à l'information. C'est un domaine, je pense, particulièrement intéressant parce qu'il y a des dimensions purement économiques, mais il y a également nécessairement l'interférence, et il ne faut pas voir le terme interférence de manière négative, l'interférence des droits fondamentaux. La liberté fondamentale d'expression et d'accès à l'information qui est protégée dans les grandes chartes. Il y a aussi les droits fondamentaux à la transparence administrative par exemple, c'est aussi un droit fondamental. Et il y a d'autres domaines encore qui, plutôt du côté du droit public, abordent la question. Et il y a cette tension nécessairement entre droit d'accès à l'information et droit de contrôler l'information. Alors on verra donc ces tensions qui vont nous amener à passer peut-être parfois du droit privé à certaines considérations liées au droit public, notamment lorsqu'une entreprise doit entrer en dialogue avec des autorités publiques, ce qui peut se passer dans le domaine fiscal, notamment. Alors, pour commencer, la première présentation sera consacrée donc au secret professionnel du juriste d'entreprise. Vous avez le programme sous les yeux. Vous avez vu que nous allons alors successivement aborder la question du secret
professionnel dans le chef d'autres intervenants dans l'entreprise, les réviseurs d'entreprise, puis la question de l'administrateur et du secret. Et enfin, les deux dernières contributions sur la discrétion bancaire et le secret professionnel dans le cadre du devoir de collaboration seront aussi traitées. Je présente très rapidement les différents conférenciers. Ils sont tous là pour la première partie de cet après-midi et je les en remercie, même s'il y a eu un petit changement, mais je remercie d'autant plus celui qui a dû prendre au pied levé le premier sujet, c'est-à-dire Antoine Van den Bulck, assistant à l'Université de Liège, Université libre de Liège, ça c'est nouveau, mais bon, elle est certainement libre, l'université à Liège, par définition, je pense, si on est à Liège. Bon, et il a dû prendre au pied levé la place de Nicolas Thirion, qui malheureusement est grippé. Pour le reste, donc, nous avons Michel De Wolf, doyen de la Louvain School of Management et président honoraire de l'Institut des réviseurs d'entreprise, et Stéphane Folly, conseiller à l'Institut des réviseurs d'entreprise, qui parleront des réviseurs, bien entendu. Puis nous avons Henri Culot, qui est chargé de cours invité à l'UCL et avocat, qui parlera du secret pour l'administrateur. Et enfin, nous aurons donc André Dumont pour la discrétion bancaire, maître de conférence à l'UCL et avocat par ailleurs. Et finalement, sur le secret professionnel et l'aspect fiscal, Philippe Malherbe, professeur à l'UCL et avocat, et Eduardo Traversa, professeur à l'UCL et avocat. Voilà, c'est tout le programme. J'ai brièvement présenté le panel. Je demande donc au premier, Antoine, de venir peut-être ici, ou il peut faire la présentation également. Donc, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une fois, j'excuse le professeur Nicolas Thirion qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et donc, j'ai l'honneur, grâce à une certaine manière, d'entamer cette journée consacrée au secret et à l'entreprise. Et mon exposé va s'orienter sur le juriste d'entreprise et plus particulièrement sur le secret professionnel du juriste d'entreprise. Alors la question de savoir quelle confidentialité entoure les avis des juristes d'entreprise se pose avec acuité depuis maintenant la loi du 1er mars 2000. Et cette question a été renouvelée dernièrement par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 5 mars 2013. Et donc, il consiste à se poser la question de savoir si le juriste d'entreprise est soumis à une obligation pénalement sanctionnée de secret professionnel envers son employeur. C'est-à-dire savoir si le juriste interne à l'entreprise est-il, à l'instar du juriste externe à l'entreprise, soumis à cet article 458 du Code pénal, qui donc consacre le secret professionnel. Alors, c'est à travers cette actualité judiciaire et autour de deux axes que mon exposé va s'articuler. Premièrement, je vais un petit peu analyser le secret professionnel face à la confidentialité des avis et voir comment est entouré les avis des juristes d'entreprise. Deuxièmement, je vais aborder le droit européen de la concurrence face au droit belge de la concurrence, parce que, comme on le verra, le droit européen diverge dans ce domaine du droit belge. Alors, avant de commencer, je vais un petit peu expliquer cet arrêt de la Cour d'appel du 5 mars 2013 qui opposait d'une part l'entreprise publique Belgacom, qui était soutenue par l'Institut des juristes d'entreprise, intervenu volontairement à la cause, et qui était opposée à l'autorité belge en matière de concurrence, c'est-à-dire le conseil près, l'auditorat près le conseil de concurrence. Et cette autorité belge avait en fait saisi environ 200 courriers électroniques, parmi lesquels on retrouvait des avis de juristes d'entreprise. Ce qui fait que la partie demanderesse, c'est-à-dire l'entreprise publique Belgacom, arguait que cette perquisition menée par l'auditorat était non seulement contraire à certains droits fondamentaux, mais aussi et surtout contraire à l'article 5 de la loi du 1er mars 2000 créant l'Institut des juristes d'entreprise. Et donc cet article 5 qui dit que dans un rapport entre le juriste d'entreprise et son employeur, les avis du juriste d'entreprise sont entourés d'une certaine confidentialité. Alors de son côté, l'autorité belge, elle, arguait en se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et donc point sur lequel je reviendrai plus tard, mais
qui consiste à dire qui fait la distinction entre le juriste interne à l'entreprise et le juriste externe à l'entreprise. Et pour le juriste interne à l'entreprise, son lien de subordination poserait des problèmes au niveau de son indépendance, et dès lors, il ne pourrait pas bénéficier du Legal Professional Privilege. Et de cette manière, la Commission pourrait saisir des avis de juristes d'entreprise. Alors, la décision de la Cour, eh bien, la Cour a d'une part considéré qu'il y avait ingérence, et cette ingérence était injustifiée au vu de l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Néanmoins, la Cour a considéré que le juriste d'entreprise n'était pas assujetti à l'article 458 du Code pénal, c'est-à-dire le secret professionnel consacré de manière pénale. Alors, donc voilà, à propos de cet arrêt, pour parler du premier point, donc vraiment secret professionnel face à la confidentialité des avis. Tout d'abord, donc, en deux mots, le secret professionnel, donc, comme je vous l'ai dit, renvoie à une institution de droit pénal belge, celle de l'article 458 du Code pénal, et qui a pour but de protéger la personne qui se confie. En l'occurrence, ce sera l'employeur l'employeur du juriste d'entreprise, et également l'ordre public. Mais le problème, d'une certaine manière, la question, c'est que l'article 5 donc, de la loi du 1er mars 2000 n'utilise pas le terme secret professionnel, mais confidentialité. Et donc, la question est donc de savoir, mais qu'est-ce que c'est cette confidentialité à laquelle le législateur belge ne nous a pas habitués. Et dans son arrêt du 5 mars 2013, la Cour d'appel va donc considérer que cette notion de confidentialité ne fait pas référence à l'article 458. C'est-à-dire qu'elle va considérer, d'une part, qu'il y a une ingérence et donc il y a une confidentialité des avis des juristes d'entreprise, mais néanmoins, le juriste d'entreprise n'est pas soumis à la menace pénale de l'article 458. C'est-à-dire que ce sont les avis en eux-mêmes, c'est en fait une confidentialité dépersonnalisée qui sont confidentielles, mais il n'y a, en cas de transgression du secret, que droit à une réparation civile et il n'y aura pas de condamnation pénale. Alors, les principales raisons qui mènent à ne pas assujettir le juriste d'entreprise à cet article 458, c'est d'une part l'idée de confident nécessaire, c'est-à-dire qu'une condition pour être assujetti à l'article 458 est le confident nécessaire, ce qui signifie que les personnes qui s'adressent, donc je vais dire à et aux fins de la fourniture de prestations de services, sont tenues en vertu de la loi de s'adresser à eux. Et selon la Cour, eh bien, ce n'est pas le cas du juriste d'entreprise, contrairement à l'avocat par exemple ou au médecin. Le deuxième point sur lequel la Cour a basé son argumentaire, c'est donc la volonté du législateur. C'est-à-dire, par une interprétation téléologique, quelle est la volonté du législateur. Dès lors, la Cour s'est basée donc sur les travaux préparatoires et elle s'est rendue compte que cet article 5 de la loi du 1er mars 2000, donc il consacre la confidentialité, dans le projet originel, faisait expressément référence à l'article 458 et donc au secret professionnel. Or, dans le texte final, il n'y est plus. Ce qui, selon la Cour, signifie que le législateur a voulu exclure le juriste d'entreprise du champ d'application de l'article 458. Alors, cette décision suit en fait une doctrine assez majeure, enfin suit sa ligne en tout cas dans une doctrine majoritaire qui consiste donc à ne pas assujettir le juriste d'entreprise au secret professionnel. Néanmoins, il existe tout de même une doctrine minoritaire dont certains arguments méritent d'être soulignés et qui prône justement, qui plaide pour un assujettissement à l'article 458, donc au secret professionnel et à l'obligation pénale. Alors, cette doctrine minoritaire se base aussi sur les travaux préparatoires, et en lisant les travaux préparatoires, on se rend compte qu'au final, il y avait une volonté d'assujettir, mais de manière plus limitée. D'où la raison de la soustraction de la référence expresse. Il y a exactement une contradiction, c'est-à-dire à un moment donné, un avis du ministre consistait donc justement à ne pas vouloir assujettir le
juriste d'entreprise à l'article 458 du Code pénal. Mais la coloration générale des travaux parlementaires prônait justement un assujettissement. Alors, la question, c'est soit on suit la coloration générale, soit on considère que cette contradiction ne permet pas, avec la volonté du législateur, avec la volonté de comprendre la volonté du législateur de manière exégétique. Dès lors, on doit se référer à d'autres techniques d'interprétation. Et parmi les différentes techniques d'interprétation, il y a par exemple ce qu'on appelle le postulat de rationalité du législateur, qui consiste à dire qu'entre deux interprétations, donc une rationnelle, une qui ne l'est pas, une utile, une qui l'est moins, il faut prendre l'interprétation la plus utile. Or, il se trouve que, antérieurement à cette loi de 2000, eh bien, il existait déjà un principe de confidentialité, un principe de discrétion qui avait exactement les mêmes effets que les effets accordés par la Cour à l'article 5. Et dès lors, considérer que cet article 5 n'assujettit pas les juristes d'entreprise au secret professionnel rend l'article 5 totalement inutile puisqu'il pose une règle qui existait déjà. Alors que, par contre, si cet article 5 avait pour but d'assujettir, eh bien, là, évidemment, cet article prendrait tout son sens. Alors, le deuxième point, donc, en dehors de cette discussion portée donc, sur la volonté du législateur, c'est l'idée de différence de traitement. La différence de traitement entre, d'une part, le juriste interne à l'entreprise et, entre d'autre part, le juriste externe à l'entreprise. C'est-à-dire que, alors que tous les deux sont confidents d'informations totalement identiques, eh bien, l'un serait sous la menace d'une sanction pénale, tandis que l'autre ne le serait pas. Et donc, si évidemment le secret professionnel est une charge à la base, dans une réflexion d'analyse économique du droit, cela peut considérer en fait un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que pour une consultation juridique, si l'employeur a le choix entre s'adresser d'une part à un juriste interne ou à un juriste externe, à compétence égale, eh bien, vu que la confidentialité est mieux protégée chez le juriste externe, il aura beaucoup plus tendance à justement se référer à ce juriste externe plutôt qu'au juriste interne. Alors, malgré ces critiques, donc, tant la discussion sur les travaux parlementaires que cette idée donc, de différence de traitement qui entraîne une distorsion du marché sont certes pertinentes, néanmoins il paraît difficile de considérer dans la pratique que le juriste d'entreprise est assujetti à l'article 458. Alors le deuxième point, ce que la Cour va dire, donc, elle désacralise en disant que, oui, certes, le juriste n'est pas assujetti à l'article 458, néanmoins, elle donne une certaine importance à la confidentialité. Alors, la confidentialité des avis, plus particulièrement, et pour définir les avis, donc, elle le définit en termes usuels, c'est-à-dire tout simplement les expressions d'opinion ou de conseil, mais elle considère également que les échanges connexes, c'est-à-dire tant les correspondances échangées au sujet de la demande, les projets, ainsi que les documents préparatoires à l'avis, sont concernés par cette confidentialité. Le deuxième point, c'est que la Cour considère qu'il n'y a pas de confidentialité partagée. Et là, elle reste cohérente à partir du moment où la confidentialité est basée sur des actes et non sur des personnes. Alors, pas de confidentialité partagée, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, ça signifie qu'on ne peut tout simplement pas partager ce secret on peut partager le secret dès qu'il y a un partage, il y a rupture du secret, et donc une rupture de la confidentialité qui pourrait entraîner des réparations civiles. Alors le deuxième grand axe auquel je vais m'intéresser maintenant, c'est en ce qui concerne le droit européen de la concurrence. C'est-à-dire, donc, pour en revenir aux faits, comme je disais, l'autorité belge s'est permis de saisir des avis de juristes d'entreprise en se basant sur la jurisprudence européenne.
et plus particulièrement sur l'arrêt AXA du 14 septembre 2010, qui fait une distinction donc, entre le juriste interne, qui est dans un lien de subordination avec son employeur, ce qui fait qu'il n'a pas l'indépendance nécessaire pour se dégager de la politique commerciale de l'entreprise. Il serait trop sous l'influence de sa direction. Et le juriste externe, qui lui jouit d'une véritable indépendance, ce qui est de telle manière à ce qu'il lui est protégé par la confidentialité et non pas le juriste interne à l'entreprise. Alors, il y a néanmoins une porte de sortie qui était ouverte par cet arrêt. C'est que la principale raison pour laquelle le juriste d'entreprise n'est pas protégé, il n'y a pas de confidentialité, de secret pour le juriste d'entreprise, c'est parce que dans la plupart des États membres de l'Union européenne, le juriste d'entreprise n'est pas une profession, la profession de juriste d'entreprise n'est pas protégée, n'a pas de statut protégé. Or, en Belgique, ce n'est pas le cas, puisque la loi, donc, je dis, la loi du 1er mars 2000 fait vraiment du juriste d'entreprise, une profession protégée. Et actuellement, donc, il y a un code de déontologie des juristes d'entreprise, il y a des instances disciplinaires, et donc c'est pour cela que la Cour d'appel n'a d'ailleurs pas suivi la jurisprudence de l'Union européenne. Alors, le dernier point qui consiste à répondre à la première question un petit peu posée par la Cour de justice, comme je vous disais, qui disait le fait que la Cour de justice considère que le juriste interne à l'entreprise n'aurait pas l'indépendance nécessaire. Et pour nous, il s'agit d'une mauvaise question à partir du moment où le lien de subordination est en fait étranger à la nature du travail fourni. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, d'une part, subordination juridique et d'autre part, indépendance fonctionnelle. C'est-à-dire que nonobstant la relation de travail subordonnée, l'employeur attend du juriste d'entreprise qu'il lui fournisse, en toute objectivité et en toute indépendance, l'éclairage juridique nécessaire pour que celui-ci puisse mener à bien la vie de son entreprise. Et sous cet angle, le juriste d'entreprise ne se trouve pas dans une situation différente que celle des médecins, des pharmaciens ou des avocats, par exemple. Alors, pour conclure brièvement, eh bien, en droit belge, il y a tout de même une progression que connaissent les juristes d'entreprise vers davantage d'égalité avec les autres professions réglementées. Néanmoins, à travers le secret professionnel, on remarque qu'il demeure une certaine réticence à mettre véritablement sur le pied d'égalité, d'une part, le juriste interne à l'entreprise et le juriste externe à l'entreprise. Voilà, merci beaucoup.